Bonjour, bienvenue pour cette émission. Nous allons parler d'insectes recycleurs ou encore de lunettes connectées. Nous recevons les lauréats des trophées de la croissance verte 2015. Alors avec nous sur ce plateau, 4 entreprises de la région Poitou-Charentes. D'abord Frédéric Pedro, d'Expert Téléportation. Vous êtes basé, vous, ici en Charente. Bonjour. Bonjour, effectivement, on est basé en Goulême. Sur ce plateau également, Marie-Véronique Gauduchon de l'UMO, société, on va en parler, de financement participatif qui est basée à La Rochelle. Bonjour. Bonjour. Également sur ce plateau, 2 représentants d'ASF International, Nicolas Simon et Xavier Defontaine. Bonjour. Bonjour. Vous avez développé un produit neutraliseur d'odeur autour d'huile essentielle. On va en parler dans quelques minutes. Et puis Jean-François Kleinfinger, bonjour. Bonjour. Donc, représentant vous de Nextalim, c'est vous les petits insectes, on va en parler dans 3 minutes. Lauréat, donc, cette année des trophées de la croissance verte. D'abord, Frédéric Pedro, qu'est-ce que vous avez sur la tête, là? Ces lunettes connectées. Ce que j'ai sur le nez, c'est une lunette connectée qu'on a améliorée et sur lequel on a mis notre logiciel Expert Téléportation pour vous donner un super pouvoir, éviter de se déplacer. Et c'est aussi simple que ça. Expert Téléportation, c'est un nom qui fait rêver un peu, enfin voilà, on pense un petit peu au futur avec ça. C'est une technologie qui est bien présente, qui est bien dans le présent. Mais aujourd'hui, quand vous voulez apporter de l'expertise, qu'est-ce que vous faites? Soit vous vous appelez, soit vous prenez des photos avec votre téléphone, vous l'envoyez, soit vous vous déplacez. Et au final, il n'y a aucune solution comme celle-ci qui permet d'avoir les mains libres, pouvoir travailler tout en étant guidé par un expert distant qui va voir exactement ce qui se passe par la caméra et en temps réel, c'est filmé en temps réel, et un système audio vous donner les instructions. Donc ça évite des déplacements. Enfin, ça a 5 grands avantages. Le premier, c'est d'avoir une réactivité exceptionnelle. Vous pouvez avoir de l'expertise partout, n'importe quand. Partout dans le monde. Deuxième, c'est que ça va démultiplier la productivité de 500% à 4000% dans certains secteurs. Rendre possible ce qui était impossible, par exemple donner de l'expertise sur un bateau ou dans des endroits un peu compliqués ou des zones de conflit ou des zones où il faut ne serait-ce qu'avoir un visa, par exemple en Chine ou autre, et accélérer le transfert de compétences. Et vu que finalement, on va éliminer tous les temps de transport qui sont finalement le temps majoritaire, on paye beaucoup d'experts pour finalement être dans les transports, il va y avoir un impact fort en termes de retour sur investissement pour les entreprises et donc de développement durable, puisque les transports sont une des causes majeures de la pollution. Donc concrètement, par exemple, un technicien va sur un lieu d'intervention. Avec ses lunettes, il envoie directement des images à un expert qui est, par exemple, à l'autre bout de la France. Et l'expert peut donner des conseils sur l'intervention. Grosso modo, c'est ça ? Effectivement, prenons un exemple concret avec GRDF qui teste actuellement la solution sur plusieurs régions. Connaître tous les compteurs de gaz de sa région, c'est particulièrement compliqué parce qu'il y a un grand nombre de compteurs différents, de versions différentes, d'installations à des années différentes. Là, on envoie un technicien qui, par exemple, ne les connaît pas tous parce qu'il est un petit peu jeune ou autre, et va pouvoir être guidé par des salariés seniors un peu plus expérimentés et donc pouvoir le conseiller et prendre des décisions très rapidement. Voilà. Comment elle est née cette idée de lunettes connectées comme ça au service d'experts? Ça a été avec mon père qui se déplaçait beaucoup, qui travaille sur toute la France entière sur des problématiques de maintenance. Et il y a toujours des problèmes dans 3 villes différentes et il me disait finalement mon besoin c'est pas ce que tu fais. Parce que j'essayais de faire un peu du Robocop, du Terminator ou autre, c'est de me téléporter, c'est-à-dire je vais sur une situation, je la vois, et puis à partir de là, je peux expliquer ce qu'il faut faire, et donc c'était lui l'alléger finalement de cette période de transport et être beaucoup plus performant. Quel est l'avantage des lunettes connectées? Parce qu'on peut aussi le faire avec son smartphone, prendre une photo et puis l'envoyer. C'est que c'est le premier outil qui vous donne les mains libres. Vous pouvez travailler tout en étant guidé par un expert qui peut voir exactement ce que vous voyez, qui voit la situation exactement comme s'il était sur place. Et ça, on ne peut pas imaginer qu'avec votre smartphone, vous avez votre smartphone ici, qui va être très proche de votre bouche, et puis tiens, avec le micro, je vais travailler de ma main gauche, c'est pas possible.
Donc c'est clairement, c'est pas adapté à tous les cas d'utilisation. Il y a des fois où il n'y a pas besoin de notre solution, mais dans toutes les majorités des cas qui nécessitent des déplacements, finalement, on peut au moins faire le diagnostic à distance de la situation, et on peut imaginer un impact dans le secteur des assurances, de la maintenance, de la médecine, avec un grand nombre de cas d'application finalement. Vous venez du jeu vidéo. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont similaires? Est-ce que grâce au jeu vidéo, vous avez pu développer cette technologie-là ou pas? Il y a beaucoup de compétences qui sont très proches du domaine industriel, sauf que c'est juste elles sont appelées différemment. On parle beaucoup de 3D, intelligence artificielle, etc. Et finalement, le savoir-faire, surtout du jeu vidéo, c'est très ergonomique. C'est faire des choses très expérience utilisateur. Et on a injecté ce savoir-faire dans notre solution pour que n'importe qui, et je dis bien n'importe qui, puisse les utiliser. Il y a juste un bouton à appuyer, le bouton allumé, on, et puis les lunettes s'allument, le système d'exploitation s'allume, le logiciel s'allume, la configuration se fait automatiquement et vous êtes déjà connecté. Parce que c'est un outil technologique un peu nouveau et il ne faut pas qu'on se dise bon, ça va prendre 10 ou 15 minutes à essayer de faire fonctionner ce truc-là, alors que j'ai 15 ou 20 minutes de transport à faire. On doit être dans l'instantané. Et donc c'est là où les compétences jeu, très expérience utilisateur, très centrées sur le technicien finalement, ont été déterminantes. Ça a pris du temps pour développer cette technologie? Alors, ça fait 3 ans qu'on travaille sur les lunettes connectées. Ça a commencé avec la DCNS, la direction des chantiers navals. Il y a eu la phase de maturation finalement. Et puis depuis un an, on est sur cette solution, le développement de cette solution. Et il nous reste encore quelques années pour conquérir le monde et le mettre dans les mains de tout le monde. Et pour le financement, je crois que vous avez fait appel à du financement participatif? On a fait le financement participatif sur l'emprunt qui est le plus rapide de France. On a eu 100 000 € en 9 jours et où on a eu énormément de techniciens de Safran, de Airbus, de EDF, de Numéricable, tout ce qui était réseau, construction, grand nombre de techniciens. On a eu une centaine de grands décideurs aussi. Donc c'était curieux parce que c'était nos prospects. On pouvait voir le directeur marketing de Thales, le directeur stratégique d'Areva, etc. C'était nos prospects. Et finalement, c'est des cycles de vente qui sont très 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 longs hein, quand on est en B2B. Mais finalement, ils croyaient vraiment en nous et c'est juste que c'était lent et qu'il fallait nous pousser à continuer la solution, que ça allait avoir un véritable impact fort. Alors je me tourne vers vous, Marie-Véronique Gauduchon, parce qu'on a parlé de financement participatif et que Lumo est une plateforme de financement participatif. Vous n'auriez pas pu faire financer ce projet parce que vous êtes plus tourné vers les énergies renouvelables, hein, c'est ça? Alors, on est tourné vers des projets de transition énergétique et notre premier objectif, c'est de construire un produit d'épargne, donc un produit relativement peu risqué. C'est pour ça qu'à ce jour, l'essentiel des projets qu'on a financés via la plateforme sont des projets de production d'électricité avec des tarifs d'achat qui sont garantis sur 15 ans. Dans le futur, une fois qu'on aura construit une communauté plus éclairée, on sera peut-être en mesure de faire des choses plus, on va dire, risquées. Faut dire ce qui est. Là, on est sur du capital risque, alors que nous, on est sur vraiment un produit d'épargne relativement sécurisé. Alors, comment est née cette idée de créer Lumo? Alors, le fondateur de Lumo vivait aux États-Unis entre 2000 et 2010, où il a vu 2 choses. L'émergence du financement participatif aux USA. Les premières grandes plateformes sont parties de là-bas, sur un pays qui est plus, je dirais, à la fois plus connecté et plus à l'aise avec son argent. Et puis la deuxième composante, c'était la crise financière, de se dire qu'aujourd'hui, quand on s'est rendu compte en 2008 que c'est pas parce que son argent était à la banque qu'il était à la fois bien utilisé d'un point de vue, je dirais, sens par rapport à l'impact sociétal, mais voire aussi sécurité par rapport à certains placements financiers. Donc il y a eu la volonté de la part des fondateurs de redonner ces lettres de noblesse à l'argent, de remettre l'épargne dans l'économie réelle. Aujourd'hui, je crois que c'est 3% seulement des transactions financières qui sont en lien avec l'économie réelle. Avec le financement participatif, les citoyens investissent directement dans un projet concret. Donc ils savent que leur épargne, elle travaille en circuit court et ils savent exactement à quoi elle sert. Alors concrètement, quel type de projet on peut financer grâce à Lumo? Des projets d'énergie renouvelable sur lesquels les porteurs de projets s'engagent d'une part à une
grande transparence d'un point de vue technique et financier, puisque les citoyens financent le projet sous forme d'obligation, donc ils ont droit à un niveau d'information quasi équivalent à celui des actionnaires, et puis des projets qui sont soutenus, promus par les élus, les collectivités territoriales. Aujourd'hui, on a des collectivités territoriales qui voient venir sur leur territoire des développeurs éoliens, qui connaissent les solutions de financement participatif et qui vont dire aux développeurs, nous on voudrait que ce soit le projet de notre territoire et que vous mettiez en place des outils pour partager la richesse qui est créée par ces énergies qui sont décentralisées avec les habitants autour des projets, puisqu'on partage d'une certaine façon certains inconvénients, ça nous paraît légitime qu'on partage aussi la richesse produite sur nos territoires. Depuis la création de la plateforme, il y a plusieurs projets qui ont vu le jour dans la région. Alors, on a eu 2 ans, je dirais, de défrichage réglementaire qui ont finalement abouti à changer la loi. Alors, pas pour nous uniquement, mais pour les autres plateformes de financement participatif sous forme soit d'investissement dans les entreprises, soit sous forme d'épargne. Donc, on ne peut travailler de façon tout à fait réglementaire et légale que depuis 1 an, depuis octobre 2014. On a signé notre première convention au Salon Croissance Verte l'année dernière avec Sergi, qui est une société d'économie mixte de la Vienne, avec qui on en est à notre 3e projet. Et puis on a ouvert ces jours-ci un autre projet sur le Grand Port Maritime qui est également présent aujourd'hui au Salon. Donc là, un projet de solarisation des entrepôts sur le port. Donc aujourd'hui, si on compte nos petits projets pilotes, on est à 6 projets solaires. On a signé notre premier projet éolien, mais les temps de développement de l'éolien sont tellement longs la campagne, c'est pour le printemps l'année prochaine, une fois qu'on peut recommencer les travaux. Une fois qu'on va pouvoir commencer les travaux de construction du parc. Donc concrètement, je suis un particulier, un chef d'entreprise, j'ai un peu d'argent de côté, je passe par la plateforme pour financer des projets de panneaux solaires ici dans la région. Donc du coup, oui, sur la plateforme sont présentés tous les projets. Donc vous avez une description, je dirais, technique et financière des projets. Chaque projet a sa propre rémunération, on va dire la durée du placement dépend d'un projet à l'autre et le taux de rémunération dépend aussi d'un projet à l'autre. Vous avez un certain nombre d'informations qui sont complètement publiques et puis toutes les informations plus techniques et financières sont réservées aux personnes qui sont inscrites. Ce que vous avez dit est important, à la fois des personnes physiques, des particuliers, des citoyens peuvent investir, mais également des entreprises ou des associations. Donc en tant que chef d'entreprise, vous pouvez montrer votre entreprise peut soutenir le développement des énergies renouvelables sur son territoire en finançant des projets sur la plateforme Lumo. Est-ce qu'il y a une somme minimum d'épargne ? Alors, sur la majorité des projets, la somme minimum, c'est 25 € et le maximum est fixé en concertation avec le porteur de projet. Comme l'objectif, c'est de faire du participatif, le maximum est lié quelque part à la taille du projet. Sur les petits projets, on aura des maximums à 2 000 €. Sur un projet éolien, on aura des maximums à 25 000 ou 50 000 € selon la taille du projet. Et ensuite, on est remboursé de la somme, il y a un peu d'intérêt ? Donc on est sur des obligations amorties, c'est-à-dire que chaque année, à partir de la date anniversaire de l'émission, vous touchez une annuité constante qui correspond aux intérêts qui sont dus pour l'année échue et à une petite partie du capital. Donc on est juste avant de souscrire, vous avez une simulation qui vous montre quel va être votre échéancier. Ça ressemble à un prêt bancaire à l'envers. Sauf qu'on investit, vous l'avez dit, dans l'économie presque oui, réelle. Voilà, économie réelle, on peut choisir des projets à côté de chez soi et après on peut soutenir en plus les énergies renouvelables. Vous parliez de l'éolien, ce sont des projets qui ont du mal à voir le jour, notamment parce qu'il y a une réticence aussi des particuliers d'avoir ça près de chez eux. Est-ce que le fait de les impliquer aussi dans ces projets via du financement, ça peut aussi permettre de changer l'image de ce type d'énergie ? Oui, c'est un très très bon outil. Si vous faites une réunion d'information sur un projet éolien, vous allez toucher, je sais pas moi, mettons 5% de la population des riverains. Si vous faites un projet d'information sur un projet éolien et d'information sur la possibilité d'épargner dans le projet, vous allez avoir 30-40% de la population. C'est vraiment un vecteur, je dirais, d'ouverture au grand public. Vous les associez à la démarche, même s'ils ne sont pas décisionnaires, parce qu'ils ne sont pas actionnaires du projet, mais
avant d'investir, ils ont vraiment la légitimité de vous poser n'importe quelle question technique ou financière. Puisque vous leur proposez d'investir dans le projet, vous leur devez cet accès à l'information. Et ça change complètement le rapport, je dirais, entre le développeur et la population et les élus autour des projets, puisqu'il y a d'office cette volonté vraiment de transparence et d'associer le plus grand nombre de personnes à la démarche. Alors, autre lauréat de ces trophées de la croissance verte 2015 à vos côtés, donc ASF International. Nicolas Simon, vous êtes le créateur du nouveau produit développé par l'entreprise qui est désodorisant à base d'huile essentielle, hein, c'est ça? C'est bien cela. Donc ces produits ont été créés il y a déjà quelques années. Donc toute la technique réside dans l'assemblage de différentes huiles essentielles choisies spécifiquement pour leur principe actif et pouvant donc neutraliser des odeurs désagréables. En sachant que je pense que tout le monde est un jour, au quotidien, confronté à une présence d'odeurs désagréables, aussi bien dans le milieu de l'habitat que dans le milieu professionnel, industriel, médical. Et on a choisi de mettre sur le marché un produit qui détruit radicalement les mauvaises odeurs plutôt que de les masquer. Alors sans rentrer peut-être dans les secrets de fabrication, mais qu'est-ce qui fait que ces huiles essentielles neutralisent ces odeurs? Est-ce que ce sont d'abord des huiles essentielles qui sont spécifiques? Alors, toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes à être utilisées pour neutraliser une odeur. Par contre, des bases citronnées, des bases eucalyptus et encore d'autres bases permettent la destruction, si vous voulez, la destruction des molécules, des liaisons moléculaires des produits malodorants. Et c'est comme ça qu'on arrive à mettre en place une odeur naturelle à la place de l'odeur désagréable. L'objectif, c'est de concurrencer les produits qui existent sur le marché, qui utilisent plutôt des produits chimiques ou pas, ou c'est voilà, pas le même, c'est vrai que le marché est inondé de produits de synthèse, donc des parfums de synthèse, qui ont simplement pour action de masquer, de se mélanger à une mauvaise odeur, et il faut en permanence pulvériser pour essayer d'avoir un confort olfactif correct. Nos produits, eux, une fois qu'ils ont été pulvérisés, donc comme je le disais tout à l'heure, détruisent radicalement donc, les molécules malodorantes et laissent à la place une fraîcheur naturelle. Et ça, c'est une innovation, ça n'existait pas sur le marché? Dans le principe des huiles essentielles pour vraiment neutraliser des odeurs, ce n'est pas très courant. Du coup, c'est commercialisé, où on en est là dans la phase de développement? Alors, c'est commercialisé surtout sur des secteurs porteurs comme le secteur médical, les hôpitaux, où forcément on est parfois face à des odeurs très, très puissantes. Et, comment je vais dire, aussi dans les maisons de repos, les crèches, les centres sportifs, en hôtellerie également. D'accord. Vous avez été accompagné pour développer ce produit? Comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été facile? Alors, pour ce qui est du développement du produit, je ne vais pas dire que je le fais seul, mais c'est vrai que j'ai été coaché par des professionnels du métier, si je puis dire, qui ont pu m'expliquer et me faire comprendre comment agissait une huile essentielle ou un ensemble d'huiles essentielles dans ce domaine-là. Et ensuite, pour élaborer ces désodorisants, est-ce que c'est comme en parfumerie, il y a des nez ou des... Voilà, comment ça marche? Comment on élabore tout ça? Oui, on a besoin de nez, mais encore une fois, on ne recherche pas à faire un parfum spécifique, puisque de toute façon, si on veut faire un parfum spécifique très agréable à respirer, il est probable qu'on ne pourra pas utiliser des huiles essentielles qui ont le principe actif pour détruire les molécules malodorantes. Donc, on a le parfum, on essaye d'avoir un parfum agréable, mais le parfum, il est ce qu'il est. Ce n'est pas le premier choix, le parfum. Le premier choix, c'est la structure qui va déstabiliser les odeurs désagréables. Vous êtes basé, vous, dans la Vienne. Est-ce qu'il y a... ces huiles essentielles, elles sont fabriquées ici dans la Vienne ou vous vous approvisionnez? Alors, l'approvisionnement se fait dans le sud de la France, donc près de Grasse, chez un fabricant d'huile essentielle et un importateur d'huile essentielle.
puisque toutes les huiles essentielles ne sont pas fabriquées sur la France, elles viennent aussi d'Asie, d'Afrique et d'autres pays. Parce qu'il n'y a pas forcément, il n'y a plus le savoir-faire. Comment dites-vous ? Il n'y a plus le savoir-faire pour non, c'est-à-dire que pour avoir certaines huiles essentielles, on est obligé d'avoir un climat adapté. Voilà, l'eucalyptus pousse en quantité abondante au Vietnam, dans les pays asiatiques. Il n'y en a pas tellement chez nous, donc voilà. Quelles sont les perspectives de développement pour l'entreprise et la gamme Mais ici, c'est de faire connaître le produit par le biais de dépôts d'échantillons. Donc on va noyer le pays avec des échantillons de nos produits, puisque c'est la seule façon, nous croyons, de bien faire connaître un produit et surtout de bien faire connaître la qualité et les propriétés du produit. Une documentation, c'est bien, Internet, c'est bien, mais un échantillon, donc le produit, quand on peut l'activer soi-même et se rendre compte qu'il fonctionne bien, ben alors on peut l'adopter. Le marché, entre guillemets, est plutôt mûr dans la mesure où les gens sont plus sensibles aussi au fait qu'on ait des produits qui sont issus du naturel. Mais c'est vrai que de plus en plus les personnes, dans chaque entreprise, on est de plus en plus tourné vers des produits naturels. Je dirais que ceux qui utilisent encore des produits ou des synthèses de parfums, c'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas les produits naturels qui peuvent donner un résultat différent. Donc, à nous de travailler ce sujet et de faire en sorte qu'une large majorité de personnes connaissent nos produits et sachent l'utiliser correctement. Alors, autre lauréat cette année de la Vienne, c'est Nextalim, Jean-François Kleinfinger. Vous avez quoi, des millions, des milliards de salariés Alors, c'est pas des salariés, mais on est la plus grosse ferme de Poitou-Charentes, puisqu'on a 2 millions de têtes de bétail. Alors certes pas très grosses, hein, vous les voilà cachées au fond, c'est à quelques mais centimètres. on élève des insectes. Alors ils servent à quoi ces insectes ? Ces insectes, ils servent à ce à quoi ils ont toujours servi, à savoir recycler les nutriments. Dans la nature, vous avez des insectes qui sont sur les matières en putréfaction, ils mangent ces matières en putréfaction, ils transforment ça en quelque chose qui est utilisable pour les plantes, et derrière ils se font manger par des animaux plus gros, notamment des oiseaux, des sangliers, des choses comme ça. Eh bien, nous on fait la même chose. Et on va donc, de ce fait, apporter une solution, d'un côté, à ceux qui ont des biodéchets et qui ont besoin de les valoriser, hein, les restaurants, l'industrie agroalimentaire, les grandes surfaces alimentaires avec tous ceux qu'on ne consomme pas, 30% de la production alimentaire n'est pas consommée. Et puis de l'autre côté, on va apporter des solutions à deux autres catégories d'acteurs. D'un côté, les agriculteurs qui recherchent des amendements organiques bio. Ce qu'on voit ici, là, c'est un engrais bio, un fertilisant tout à fait intéressant, avec des bonnes qualités agronomiques et tout à fait naturelles. Et de l'autre côté, on va avoir des insectes. Et ces insectes, ils sont gluants mais appétissants, comme disait Pumba dans le Roi Lion. C'est-à-dire qu'ils sont pleins d'huile et pleins de protéines. Et avec ces huiles et ces protéines, on peut faire soit de l'alimentation pour animaux, soit on va faire de la chimie verte. Donc ça veut dire qu'on part de déchets, vous l'avez dit, de restaurants Oui, tout ce qui est de la nourriture que nous aurions pu consommer et que nous n'avons pas consommé. Alors on pourrait aussi utiliser d'autres matières premières, hein, ça peut aller jusqu'à des lisiers, des fumiers, des choses comme ça, mais pour l'instant on se concentre sur ces matériaux-là. Et donc ces larves qui sont des larves de mouches, c'est ça ? C'est une mouche qui s'appelle Hermesia illucens, c'est une mouche qui est très discrète, qu'en général vous ne connaissez pas, et quand vous la voyez, vous ne la touchez pas parce qu'elle ressemble un peu à une guêpe, mais en fait elle est totalement inoffensive, elle est même plutôt un peu placide, un peu pataude, elle ne vole pas très bien, et donc du coup elle se déguise en guêpe pour ne pas se faire manger. Mais si les composteurs la connaissent bien, puisqu'en fait elle est souvent dans les composteurs artisanaux, et elle est là et elle fait son travail de recyclage des matières premières. Donc c'est ça, elle va recycler les déchets pour former cette espèce de compost, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, quand vous regardez, au bout de quelques jours, donc je vais me mettre la main dedans, attention, il va y avoir un moment gore. C'est-à-dire que on prend ça il y a 5 jours, c'était une soupe alimentaire, et maintenant on voit quoi ? On voit des larves qui sont tout à fait sympathiques, hein, pas dangereuses du tout, et surtout on voit une matière, elle est un peu collante parce qu'on leur a donné à manger ce matin. Voilà, on a une matière noire qui est un engrais tout à fait intéressant. Et qui va servir pour les agriculteurs, par exemple. Pour l'agriculture biologique. Donc ça, c'est une matière qui est intéressante. Et donc notre procédé redonne un caractère alimentaire à des matières qui étaient alimentaires. Et ensuite, ces larves, elles peuvent servir, vous l'avez dit, peut-être pour l'alimentation, pour l'élevage. Merci. D'habitude, ça colle pas, mais... Donc effectivement, nos larves, en fait, elles vont, par exemple, permettre de remplacer les farines de poisson.
Parce que le spectre des acides aminés d'un insecte, comme ça ressemble au spectre des poissons, au spectre des acides aminés de poissons. Et puis, rappelons-nous, on va bientôt ouvrir l'utilisation des farines animales pour les aliments terrestres, hein, pour les poules, pour les cochons. Mais peut-être que ce n'est pas tout à fait naturel de donner du cochon ou du bœuf à manger à une poule. Par contre, lui donner de l'insecte, il n'y a rien de plus naturel. Naturellement, elle mange ça. Un poisson, pareil, naturellement, ça mange de l'insecte. Quand on va à la pêche, c'est bien ça qu'on met au bout de la canne. Donc, on va restituer à nos animaux la capacité de manger un truc qu'ils ont toujours mangé. Et puis il y a aussi ce débouché, vous l'avez dit, autour de vers la chimie. l'huile. Alors, Ouais, il y a toute une partie des matières premières qui, pour des raisons réglementaires ou sanitaires, ne peuvent pas être éligibles à revenir dans la chaîne alimentaire. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces larves blanches qu'on a vues là, et les huiles et les protéines de ces larves, voire la chitine de ces larves aussi, hein, la partie dure. Et on va utiliser ça pour faire de la chimie verte. Avec l'huile, on va faire du biodiesel, on va faire des lubrifiants. Avec les protéines, on va faire des bioplastiques, du plastique biodégradable. On va faire aussi des cols. On va faire tout un ensemble d'applications. Avec la chitine, il y a beaucoup d'applications, notamment dans le traitement de l'eau, etc. Donc il y a toute une chimie qui peut se développer derrière l'insecte. Donc un vrai exemple d'économie circulaire pour le coup. Oui, un exemple d'économie circulaire, puisque on ne va pas transporter les déchets partout dans le monde, donc on va les utiliser, les transformer au cœur des territoires où on va les produire. Donc nous avons pour ambition d'installer nos unités de bioconversion sur les territoires, à la place ou à côté de méthaniseurs par exemple, on pourra mettre des entomoculteurs qui vont créer cet engrais, créer ces protéines, et puis on va en mettre un peu partout dans le territoire pour développer en fait en France une nouvelle filière qui est la filière de l'entomoculture industrielle. En Europe et dans l'Occident, on a oublié qu'on était capable d'élever des insectes, que l'insecte, c'était pas seulement un truc qui pique, mais c'est pas seulement nuisible, mais c'est un truc qui est utile. On a eu une sériculture très active en France. On fait de l'élevage de coccinelles pour bouffer des pucerons. Maintenant, on va faire d'autres élevages d'insectes, et c'est quelque chose qui est en train de se développer partout dans le monde. C'est encore en phase d'expérimentation. L'idée, c'est d'avoir des usines à insectes. Oui, alors on n'est plus en phase d'expérimentation au sens où vous le dites, c'est-à-dire qu'on a fait déjà la preuve de concept, on a montré que ça marchait. Maintenant, on a monté un laboratoire grâce au financement en Poitou-Charentes et avec une levée de fonds privés. Avec ce laboratoire, on est en train de développer les outils industriels qui vont nous permettre de faire de l'élevage industriel d'insectes. Parce qu'évidemment, si on veut rendre un service à la collectivité, ce n'est pas des kilos qu'il faut produire, c'est des milliers de tonnes. Il faut qu'on soit capable d'apporter des milliers de tonnes à l'industrie de l'alimentation animale. Il faut qu'on soit capable de traiter les milliers de tonnes de biodéchets qui sont produits sur les territoires. Ça existe ailleurs dans le monde? Alors il y a à l'initiative de la FAO et puis de grands pionniers, il y a de l'entomoculture qui commence à se développer au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, plus proche de nous, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en France aussi. On a des confrères qui travaillent soit comme nous sur de la bioconversion de matières déclassées, soit sur des coproduits alimentaires, insectes en l'occurrence. Et donc oui, l'entomoculture industrielle est en train d'émerger. C'est une nouvelle filière qui est en train d'être créée. Et c'est vraiment un projet passionnant. Vous êtes basé dans la Vienne, vous avez trouvé un environnement économique ici pour développer cette activité? Oui, alors pourquoi est-ce qu'on est venu? Parce qu'au départ, personne n'est parfait, nous on est parisiens. Et en fait, on a commencé à parler de notre projet avec des gens qui travaillaient dans l'industrie de l'agroalimentaire et de la fabrication d'aliments pour animaux, qui justement étaient en recherche de protéines, de sources de protéines alternatives, qui nous ont fait connaître des gens qui s'impliquaient dans la responsabilité sociétale des entreprises, qui organisaient des filières de recyclage, des filières de déchets, qui du coup nous ont permis de rencontrer aussi des gens comme Valagro, qui sont des gens qui travaillent sur des déchets plutôt végétaux, mais maintenant ils vont travailler aussi sur des insectes pour faire des biomatériaux. Et donc avec ces gens-là, on a trouvé qu'il y avait des gens qui étaient mobilisés pour faire quelque chose au sein des territoires. Et donc c'est ça qu'on a trouvé. La région nous a entendus quand on est venu proposer notre projet sur l'appel à projet I930R. On a été financé. Au niveau local, on a trouvé aussi beaucoup de soutien avec la communauté de communes de la ville de Duclin qui nous a fourni un local dans lequel on a pu se développer, qui nous a branché sur son réseau. Et évidemment, le centre d'entreprise innovante, c'est-à-dire la pépinière du Futuroscope, là a été très active. Les développeurs économiques du Grand Poitiers sont aussi assez actifs pour nous permettre de nous implanter. Et ça, pour quelqu'un qui vient de Paris, où on est un numéro dans la grande masse, another break in the wall, quand on arrive ici, tout d'un coup, on sent des gens qui sont mobilisés pour faire en sorte que les choses existent chez eux, sur leur territoire, qui prennent forme. Et ça, c'est vraiment formidable. Frédéric Pedreau, le fait, vous, d'être
à Angoulême, qui est, on le sait, un pôle important autour de l'image, des jeux vidéo. Tout ça, est-ce que ça a été aussi plus intéressant pour vous, pour développer tout ça? Effectivement, parce que je ne viens pas du tout d'Angoulême à la base. On avait fait un petit tour de France sur les villes qui avaient une industrie créative, Bordeaux, à l'époque, Paris, Valenciennes, Roubaix, le Nord-Lyon. On avait même été invité par Montréal, qui avait payé billets, hôtels, etc., qui avait envie qu'on s'installe là-bas. Et à Angoulême, on avait, on a été très bien accueillis. Il y a un écosystème génial autour de Magélis, c'est ce pôle image. Peu de gens le savent, mais c'est vrai que ça a commencé par la bande dessinée. La plupart des dessins animés connus, français, type Kirikou ou autres, ont été produits ici. Il y a la seule école nationale, voire européenne, publique en Europe, elle est ici. Il y avait, dans l'industrie créative, il y avait des compétences particulières qui sont quasi uniques en Europe, notamment en termes d'ergonomie, en termes de graphisme ou autres, qui sont très intéressante. Et là, a fortiori aussi pour les lunettes connectées. Quel est l'avenir de l'entreprise? Il y a des projets de développement, de recrutement Vous avez parlé d'expérimentation autour avec GRDF. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui sont d'ores et déjà preneuses? Et est-ce que ça va déboucher sur des créations d'emplois? Alors, on a démarré aussi sur lunettes connectées avec la DCNS, la Direction des chantiers navals, qui est un peu curieuse et qui allait voir beaucoup d'entreprises de l'image pour voir s'il y avait des synergies possibles. Un des plus gros partenaires actuels, c'est GRDF. Ensuite, la solution est en test dans plusieurs entreprises, type Airbus, type ERDF, dans le Limousin notamment, etc. Et il y a plusieurs dossiers qui sont en cours de finalisation, dont on espère qu'on va remporter, et puis ça pourrait permettre un grand nombre d'emplois. Parce que j'en parlais ce midi. C'est vrai que le nombre d'ingénieurs de Facebook, par exemple, n'est pas connu. Pour la plupart des gens, et ça se chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs. Et c'est vrai qu'une solution logicielle, ça peut avoir un impact assez fort aussi en termes d'emploi, parce que c'est un logiciel qu'on peut accompagner dans énormément d'industries, dans énormément de territoires différents, je parle pays, donc il faut pouvoir accompagner tout ça. Donc c'est ce qu'on espère faire. Du côté de l'UMO, Marie-Véronique Gauduchon, quelles sont les perspectives? Vous parliez d'éolien, pour le moment la plupart des projets étaient des projets solaires. Est-ce que ça c'est une perspective de développement? Alors oui, pourquoi des projets solaires? Parce qu'ils sont plus petits et ils ont un temps de développement beaucoup plus court. Aujourd'hui, le projet éolien dont je parlais tout à l'heure, on en est aux premières réunions. C'est un projet qui, si tout va bien, sera mis en service en 2021. Donc l'éolien, oui, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. On est aussi en contact avec des passionnés qui rénovent les anciens moulins, donc où on remplace les turbines existantes par des turbines modernes, beaucoup plus performantes, où là, du coup, on gagne en productivité. Donc là, c'est les premiers projets. On aimerait bien aller sur tout ce qui va être efficacité énergétique, et je pense que les projets d'efficacité énergétique sur lesquels on a un temps de retour très rapide, c'est tout ce qui va être éclairage public. Donc là, on est en recherche de collectivités territoriales qui travaillent sur la rénovation de leur éclairage public et qui seraient prêts à étudier un montage sur lequel on pourrait faire du financement participatif. Donc le champ, c'est vraiment les projets de transition énergétique qui permettent de rémunérer l'épargne citoyenne. Donc voilà, la contrainte, elle est que là. Donc le champ d'exploration est assez énorme. Du côté d'ASF International, les perspectives, est-ce qu'il y a des projets de recrutement? Est-ce que ça va permettre de développer tout ça? Pour cette question, je vais passer le micro à mon associé, M. Defontaine. Xavier Defontaine. Oui, le projet principal d'ASF et de la création de la gamme Ecoya, évidemment, c'est notre bébé avec le pôle des éco-industries, c'est-à-dire l'autodéclaration qui nous permettra d'éco-labelliser le produit et donc de pouvoir être reconnu auprès d'un grand nombre de personnes qui aujourd'hui sont intéressées par des produits de ce type-là, mais qui cherchent absolument les règles du jeu. Et tant qu'on ne l'a pas certifié et validé, ils sont à dire non, vous n'êtes pas écolabel. Pourtant, voilà. Donc on travaille depuis 2 ans avec le pôle des éco-industries
Et ça, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose, quelque part, qui va être unique sur ce genre de marché. Aujourd'hui, l'écolabel européen n'existe pas. Donc, ce qu'on va faire est unique. Très bien, on va suivre ça dans ces prochains mois et ces prochaines années. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission autour des trophées de la croissance verte 2015. Merci.